plus la tension est basse, mieux c'est. Ce qu'il faut savoir, c'est finalement la tension artérielle. On suit ce qu'on appelle un rail. Si quelqu'un est hypotendu à l'âge de 10 ans, il le sera encore à l'âge de 50 ans par rapport à ses congénères. Bonjour, je suis François Lassagne, rédacteur en chef du média Pour la Science. Soyez les bienvenus dans À l'écoute de la science, le podcast réalisé en partenariat avec le Collège de France. Aujourd'hui, avec Loïc Mangin, rédacteur en chef adjoint de Pour la Science, nous vous proposons une rencontre exceptionnelle avec le professeur Pierre Corvol, clinicien et chercheur mondialement reconnu dans le domaine de l'hypertension, ancien titulaire de la chaire de médecine expérimentale au Collège de France. Que signifie bien mesurer sa tension ? Quels sont les risques réels pour le cerveau, le cœur, les reins quand elles s'élèvent ? Et comment l'étude du système rénine-angiotensine, dont l'évolution a doté les poissons, les lapins et les humains, a abouti à des traitements clés, des inhibiteurs de l'enzyme de conversion jusqu'aux pistes de l'ARN interférent ? C'est à ces questions que répond avec clarté et humour le professeur Corvol en allant des recherches fondamentales à la pratique clinique. Bonne écoute! On va commencer, je vous propose de dresser un petit panorama de l'hypertension. Déjà, est-ce qu'on peut rappeler brièvement ce qu'on entend par ce mot-là, hypertension, et ensuite essayer de nous dresser un petit tableau épidémiologique de ce trouble. Oui, alors l'hypertension artérielle, c'est donc, comme son nom l'indique, une pression artérielle qui est trop élevée. On a tous une pression artérielle à des niveaux variables en fonction de l'âge, du sexe et de l'environnement. Cette pression est dite normale quand elle est à 120-80. On parle en millimètres de mercure et on restera sur les millimètres de mercure. Mais on parle d'hypertension artérielle lorsqu'on a des chiffres plus élevés et pour la systolique, le chiffre du haut, et pour la diastolique, le chiffre du bas, c'est-à-dire 140-90. Puis entre les deux, il y a un no man's land, si je puis dire, où il faut surveiller, car la pression artérielle a ceci de particulier, c'est qu'elle n'est pas constante, elle varie avec l'âge. On a chez les enfants des tensions artérielles réellement très basses. Quand on prend de l'âge, on prend aussi de la pression artérielle un peu plus élevée, et puis elle varie en fonction de l'environnement. Si on arrive en retard à un enregistrement de podcast, on va avoir une pression artérielle qui s'élève, et si on se décontracte avec le temps et qu'on se familiarise avec un auditoire sympathique, eh bien la pression artérielle s'abaisse. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui doit être répété avant d'affirmer chez quelqu'un qu'il a ou non une hypertension artérielle, en dehors des normes que je viens de vous indiquer. Il faut répéter les mesures. Et la meilleure manière de le faire, c'est de le faire avec un appareil que l'on achète. Ça vaut pour toute la vie, ça vaut pour la famille, d'avoir un appareil automatique de pression artérielle au niveau du bras et non pas au niveau du poignet et non pas au niveau du pouce ou de l'index. Il y a eu des études qui sont formelles sur le côté rigoureux de la prise de pression artérielle avant de parler d'hypertension. Si on le fait bien. C'est-à-dire pendant 8 jours, le matin, le soir, dans des conditions de décontraction, 3 fois le matin, 3 fois le soir. Faites ça à la rentrée et puis faites ça 6 mois après. Puis vous les notez, vous montrez ça à votre médecin traitant. C'est d'autant plus important que une fois que l'on dit à quelqu'un qu'il a une hypertension artérielle, ça veut dire aussi qu'il va avoir un risque qui est lié à cette hypertension artérielle, on va en parler, et puis qu'il va sans doute devoir prendre un traitement ou en tout cas modifier ses habitudes de vie. Donc, je pense que c'est pas un diagnostic léger, que ça doit être étayé. Il n'y a pas d'urgence à établir le diagnostic d'hypertension artérielle. En revanche, il faut que ce soit rigoureux. D'accord. Est-ce qu'on peut justement essayer d'évoquer quelles peuvent être les conséquences d'une hypertension qui s'inscrit dans la durée ? Alors, on a montré de façon très rigoureuse, avec des études épidémiologiques, je venais en citer qu'une, on a montré que l'hypertension s'accompagnait d'un risque accru d'accidents cardiovasculaires, essentiellement d'ailleurs des accidents cérébrovasculaires, c'est-à-dire qu'on risque en premier, je dirais, de faire un infarctus cérébral ou une hémorragie cérébrale, aussi bien sûr un risque au niveau cardiaque, infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque, et aussi au niveau rénal, c'est-à-dire, et ça c'est moins facile parce que c'est encore plus sournois, une insuffisance rénale qui peut se développer. Donc, hypertension égale facteur de risque. Alors, comment ça a été établi ? C'est absolument passionnant. Peu après la Seconde Guerre mondiale, nos collègues américains se sont demandé sur quoi ils allaient mettre l'impact. Et ils se sont posé la question de financer des recherches sur le cancer de façon majeure ou sur une grande cohorte d'épidémiologie cardiovasculaire,
avec l'idée que devant le nombre à l'époque, et toujours actuellement malheureusement, d'accidents cardiovasculaires graves, il fallait essayer d'établir les causes. Et ils ont eu l'idée d'établir ceci en étudiant une petite ville au nord de Boston qui s'appelle Framingham. Et à Framingham, ils ont demandé à peu près à 5200 sujets d'être suivis régulièrement sur ce qu'on pensait être des facteurs de risque. La tension artérielle, le tabac, le poids, le cholestérol, la glycémie et d'autres petites choses encore, si je puis dire. Ils étaient partis pour faire une étude sur une génération. L'étude se poursuit à l'heure actuelle, on est largement à la 3e génération. Et alors, ils ont montré de façon absolument rigoureuse que l'élévation de la pression artérielle entraînait un surcroît de maladies cardiovasculaires, comme je l'ai indiqué. Ils ont montré la même chose pour l'hypercholestérolémie, mais un peu après, la tension artérielle élevée est réellement sortie en premier de cette étude épidémiologique. Le tabac a été étudié par les Anglais, autrement est arrivé aussi, ce qui fait que pratiquement, dans les années 60-70, on savait avec certitude que avoir une tension trop élevée entraînait un risque. Deuxièmement, que avoir un cholestérol trop élevé, idem, un risque. On pouvait même comparer les risques induits par l'un ou par l'autre de ces éléments. Et ils ont montré aussi quelque chose qui est important, sur lequel je reviendrai sans doute, c'est que la conjonction d'une hypertension et d'une hypercholestérolémie entraînait un risque qui était supérieur à l'addition de chacun des risques conférés par l'hypertension et l'hypercholestérolémie. Il y avait un surcroît. Et donc, ces renseignements bouleversaient, je dirais, la physionomie de l'hypertension. D'accord. Juste pour revenir sur l'épidémiologie, on dit qu'un tiers de la population, dans les pays occidentaux en tout cas, est touchée, et que ce serait même 2 tiers dans les pays dits du Sud. Oui, mais vous savez, à mon âge, qui est un âge de grande maturité, eh bien, c'est plus que cela. Pratiquement, on peut dire que la moitié de la population française est hypertendue à partir de l'âge de 65 ans. Je vais vous apprendre quelque chose qui est tout à fait passionnant, c'est que nos collègues anglais qui adorent l'épidémiologie ont estimé qu'à partir de 55-60 ans, on devrait traiter tout le monde avec ce qu'ils appellent une polypile, c'est-à-dire une pilule qui aurait un antihypertenseur et un médicament contre le cholestérol. Parce que tout le monde voit monter sa pression, tout le monde voit monter son cholestérol, et donc ils ont pensé et promu cette polypile qui est violemment débattue, je dirais, notamment par l'industrie pharmaceutique, etc. On peut imaginer les tensions financières qu'il peut y avoir dans ce genre de choses. Venons-en, si vous voulez bien, à ce qui a constitué le centre de vos travaux. Parce que donc cette hypertension, elle traduit finalement une sorte de défaillance d'un système, le fameux système rénine-angiotensine. Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu en quoi ça consiste ? Oh, il y a quand même absolument à retenir ce que c'est que le système rénine-angiotensine. Vous connaissez le système nerveux, le système immunitaire. Donc, le système rénine-angiotensine, c'est comme ces deux systèmes. C'est un ensemble d'éléments qui aboutit de façon intégrée et régulée à un maintien non seulement de la pression artérielle, mais aussi à ce qu'on appelle le métabolisme de l'eau et du sel, c'est-à-dire la manière dont le corps va pouvoir gérer la quantité hydrique qu'il lui faut, la quantité de sel aussi qu'il lui faut, de façon à avoir un volume sanguin qui soit correct et une pression artérielle qui soit correcte. Donc ce système, ça veut dire que il va y avoir un certain nombre d'éléments qui vont aboutir à l'angiotensine. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, il y a des angiotensines, mais l'angiotensine, c'est un petit peptide tout simple qui a 8 acides aminés et qui va agir directement sur la pression artérielle, sur les vaisseaux, sur le rein, et qui va réguler, si vous voulez, le niveau de pression en jouant sur le calibre de nos artérioles, qui va jouer sur la fonction rénale, qui va jouer par l'intermédiaire de l'aldostérone, qui est une hormone fabriquée par la surrénale qui va retenir l'eau et le sel. Là aussi, cette angiotensine et cette aldostérone vont réguler le taux de volume plasmatique et va réguler in fine le niveau de la pression artérielle. D'accord, parce qu'en fait, on a un système, on a la rénine qui va favoriser, après 2-3 étapes, la libération d'angiotensine 2, donc. Et ça a plutôt un effet qui va favoriser l'hypertension. Donc la question qui compte, c'est comment le contrôler de façon négative. Voilà, exactement.
Finalement, le système rénine-angiotensine, c'est un très bel exemple de ce qu'on appelle en hormonologie, en endocrinologie, un système de régulation avec une feedback qui fait que s'il y a un excès, eh bien, il va y avoir une boucle qui va faire en sorte que le taux d'angiotensine va s'abaisser, le taux d'aldostérone aussi, de façon à revenir à des zones normales. Les zones normales, il y a des barorécepteurs, des récepteurs de pression qui permettent d'ajuster de façon extrêmement fine le niveau de pression artérielle. Alors, ce système a été étudié à partir, je dirais, des années 1898 par un physiologiste qui s'est inspiré de travaux qui ont été menés ici. Il y avait un certain Brown-Séquard qui travaillait sur les substances hormonales d'origine tissulaire. Et il n'avait rien trouvé de mieux que de penser que dans les testicules, il y avait une hormone virilisante. Ça, c'était pas une mauvaise idée. Sauf qu'il faisait des broyats testiculaires, il injectait ça chez les gens pour leur donner une virilité bien. Tout ceci était du flan, ça n'a pas tenu la route, mais ça a donné au physiologiste Stig Erstedt, qui était un Suédois, qui travaillait en Finlande à l'époque, ça lui a donné l'idée que peut-être, dans l'organisme, il y avait un organe, le rein, qui pouvait contenir une substance hypertensive. Donc il a broyé des bouts de rein, il les a injectés chez lapin, observé une élévation de la pression artérielle. Pendant 40 ans, les gens ont oublié ce qui s'est passé comme publication là, mais complètement. Et puis, il y a un chirurgien qui a eu l'idée d'altérer la fonction du rein en mettant un clip sur l'artère rénale. C'est-à-dire qu'il a progressivement obturé l'artère rénale. Et à ce moment-là, il a eu l'idée de rattacher l'élévation de la pression artérielle qu'il observait avec la rénine qui agissait sur la surrénale, qu'on fabriquait l'aldostérone qui agissait sur les vaisseaux. Si on se passe dans une perspective évolutionniste, si on remonte dans l'arbre du vivant, par exemple, puisqu'il y a des questions de contrôle de l'eau et du sel, est-ce que par exemple chez les poissons, il y a un système... Ah oui, alors ce sont des études relativement récentes qui ont été faites. Elles se sont bien développées, notamment parce qu'on a maintenant la possibilité d'étudier tous ces gènes au niveau moléculaire dans différentes espèces, notamment sur le serpent, sur la tortue, poisson zèbre. Eh bien, tous ces animaux ont un système rénine-angiotensine, aldostérone, ou équivalent à l'aldostérone. Et nous pensons que pour la fameuse transition mer-terre, il a fallu que le système rénine-angiotensine soit encore plus activé, de façon à pouvoir retenir l'eau et du sel. Parce que le drame pour un crapaud, une grenouille qui sort de sa mare, c'est que s'il s'en éloigne un peu trop, il meurt. Il faut qu'il récupère de l'eau et du sel par le rein, par la vessie aussi d'ailleurs. Eh bien, il a un système rénine-angiotensine particulièrement développé. Et quand on bloque ce système avec les molécules que nous avons et que nous utilisons chez l'homme, eh bien, l'animal a une pression artérielle qui chute et il peut mourir de déshydratation. Mais d'une manière générale, plus la tension est basse, mieux c'est. Donc, en dehors des cas rares où on a une hypotension artérielle parce qu'on est déshydraté, il fait très chaud, etc., il n'y a pas d'hypotension artérielle qui nous soucie vraiment. Ce qu'il faut savoir, c'est finalement la tension artérielle. On suit ce qu'on appelle un rail. Quand on est inégaux, évidemment, on le sait bien, mais on est aussi inégaux sur les niveaux de tension artérielle chez l'enfant, mettons qu'il soit dans le 5e percentile inférieur. Eh bien, on retrouvera les mêmes chiffres bas dans le même rail à 30 ans, à 50 ans, à 70 ans. Donc si quelqu'un est hypotendu à l'âge de 10 ans, il le sera encore à l'âge de 50 ans par rapport à ses congénères, si vous voulez. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Comme le système rénine-angiotensine ne sert qu'à hypertendre, est-ce qu'on peut vivre sans ce système rénine? Et finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas le supprimer? Alors ça, c'est une question extraordinairement d'actualité et que vous avez raison de penser. Est-ce que vraiment ce système est indispensable à la vie? Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'on est capable, vous savez, expérimentalement, de supprimer les gènes du système rénine-angiotensine chez un animal, chez la souris notamment. On les a supprimés, tous ces gènes qui conduisent à fabriquer de l'angiotensine, et la réponse varie suivant l'espèce. Si vous êtes une souris, vous pouvez vivre sans système rénine-angiotensine. Pas très bien. La souris va mettre du temps. Les quelques premières semaines vont être difficiles. Il faut la nourrir avec une alimentation un peu plus salée que d'habitude. Il faut rajouter du sel en amont.
En revanche, chez l'homme, on meurt. Une étude qui a été faite et à laquelle nous avons participé, qui a montré que si l'un des gènes du système rénine-angiotensine est inactivé, inefficace, eh bien, il se passe une anomalie rénale qui est liée à l'absence de perfusion correcte du rein. Le système rénine-angiotensine est déjà fonctionnel chez le fœtus et au moment terminaux de la grossesse, le fœtus n'a plus d'irrigation correcte, il n'a plus de perfusion correcte. Il est en anurie, il décède. Il y a eu quelques cas où on a pu résoudre l'anurie avec le rein artificiel, etc. Mais enfin, disons que chez l'homme, il est indispensable. Néanmoins, le système rénine agit sur les vaisseaux en conjonction avec l'alimentation en sel. Si on a une alimentation en sel relativement riche, on n'a pas tellement besoin de système rénine-angiotensine fonctionnel. Si quelqu'un de normal a une alimentation assez riche en sel, et qu'on dose les éléments du système rénine dans son plasma, on verra que tous ces éléments sont bas et que si on lui donne un bloqueur du système rénine-angiotensine, on n'aura pas d'effet sur la pression artérielle. Venons-en un petit peu à votre parcours. Comment vous en êtes venu à vous intéresser à ce système rénine et est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu les grandes étapes de votre carrière et de vos découvertes? J'ai toujours voulu être médecin, mais très rapidement, je me suis retrouvé à l'hôpital avec des questions auxquelles mes maîtres ne pouvaient pas répondre. Et pour cause, il n'y avait pas de réponse à l'époque. Et j'étais passionné plutôt par l'endocrinologie parce que en endocrinologie, quand j'ai fait ma médecine, ça date de 60 ans, je pouvais suivre un petit peu le développement d'une nouvelle discipline. On commençait à doser les hormones, on savait les organes sur lesquels les hormones agissaient, on commençait à connaître les récepteurs des hormones, et puis on avait ce système de feedback, de régulation, et puis enfin on pouvait remplacer une glande surrénale défaillante par des hormones de synthèse progressivement, et on pouvait bloquer les effets indésirés des hormones avec des bloqueurs de ces hormones. Alors, ce qui était intéressant dans cette histoire d'hypertension, c'est que finalement, le rein, si on le considérait comme une hormone, on avait la rénine qui était là avec l'angiotensine. Et donc, c'était particulièrement intéressant d'essayer de travailler sur ce système. Or, rien n'était connu en dehors de l'angiotensine. On savait que l'angiotensine, comme je le disais, était un petit peptide, mais l'angiotensinogène, on savait très peu de choses. La rénine était considérée comme une protéine très très rare dans le rein. Et puis, il n'y avait aucun bloqueur du système. Donc ma chance a été d'arriver à un moment où des technologies de pointe se développaient. Et il y avait tout un champ à défricher finalement. Tout à fait. Alors ça, c'était absolument génial. Et puis, il y avait l'industrie pharmaceutique qui était intéressée par ce système, parce qu'ils avaient repéré qu'il pouvait y avoir des développements de médicaments qui bloqueraient la production d'angiotensine ou qui bloqueraient l'action de l'angiotensine sur ces récepteurs. Et donc, on a travaillé, je dirais, avec un intérêt fort de l'industrie qui s'est marqué par des financements de mon laboratoire et par le développement de ces nouvelles technologies. En écrivant les projets, je me rappelle très bien, je me dis, mais on va essayer de purifier cette sacrée protéine, mais ça va être très difficile. Et quand même on aura quelques milligrammes, comment on va pouvoir faire la séquence, comment on va pouvoir faire pour trouver un inhibiteur de la réaction de la rénine sur son substrat. Eh bien, tout s'est éclairé au fur et à mesure parce que des techniques sont arrivées, des techniques qui ont servi dans notre domaine, au même titre qu'elles servaient, bien sûr, dans beaucoup d'autres domaines. Et c'est vrai toujours à l'heure actuelle. On peut bloquer complètement le système rénine-angiotensine, pratiquement complètement, avec des techniques de génétique moléculaire qui peuvent faire frémir chez l'homme aujourd'hui. Je ne l'aurais pas dit il y a 5 ans. Abordons ces différentes molécules, traitements que vous avez contribué à développer, même à découvrir. En fait, chaque maillon est finalement une possible cible de médicaments. Absolument, vous avez tout à fait bien vu les choses. La première cible la plus logique, c'est l'action de la rénine sur l'angiotensinogène, sur son substrat. C'est une enzyme, on peut bloquer les enzymes, on a bloqué d'autres enzymes, et il y a pas mal de médicaments qui bloquent les enzymes. En fait, c'est le maillon le plus difficile à étudier. Et en plus, c'est là-dessus qu'on s'est engouffré, puisqu'on avait fait le clonage de la rénine, le clonage de l'angiotensinogène, et on s'est dit, on va travailler là-dessus, c'est l'étape la plus difficile.
L'étape la plus facile, elle est venue non pas finalement de l'intelligence de l'industrie ou des chercheurs, mais de l'observation d'un chercheur brésilien, parce que au Brésil, il y a une très bonne physiologie, une très bonne pharmacologie. Ils ont des serpents et donc ils étudient les venins de serpents. Et l'une de ces substances qu'ils ont étudiées pour essayer de voir si elle avait une action sur les vaisseaux, c'est avéré être un merveilleux inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine. C'était pas vraiment, Ferreira ne cherchait pas cela, mais a découvert dans ce venin de serpent une substance particulièrement intéressante qui a été récupérée, si je puis dire, par les laboratoires Scrip. Ils ont eu le prix Lasker, qui est l'équivalent du Nobel, notamment dans le domaine de la recherche médicale appliquée. Et donc, Miguel Ondetti et David Cushman, que je connaissais très bien, ont, avec, je dirais, un raisonnement de chimistes élaboré, bien sûr, fabriqué une petite molécule qui a été le captopril. Alors, on s'est dit au départ, dans quel type d'hypertension ça va marcher? Tout le monde dit, mais ça va marcher dans le rein, clippé, mais par contre, dans l'hypertension essentielle, où la rénine n'est pas très élevée, ça va pas marcher. Ils ont commencé à traiter des hypertensions artérielles rénovasculaires avec ce médicament, ça a très très bien marché. Et puis vous pouvez pas arrêter les médecins ingénieux de voir si ça pourrait pas marcher par hasard dans des hypertensions tout venant, et ça a très bien marché aussi. Et puis ils se sont dit, mais ça devrait peut-être aussi marcher, pourquoi pas, dans des hypertensions où il y a une surcharge de sel très importante, la rénine est très basse, ben ça marche pas. En un mot, ce type de traitement marche bien seul, mais si vous ajoutez un petit peu de diurétique, vous allez mordancer, si je peux dire, l'effet de l'inhibiteur de l'enzyme de conversion avec un effet tout à fait remarquable. Et donc, pratiquement, on peut dire qu'une bithérapie permet de normaliser la pression artérielle de l'immense majorité des gens. Et vous, là-dedans, qu'est-ce que vous avez pu contribuer à mettre au point comme autre type de traitement? Nous, on a travaillé sur essentiellement l'enzyme de conversion. On a travaillé et on a eu la surprise en clonant. On s'aperçoit qu'il y avait 2 sites actifs. C'est-à-dire que normalement, une enzyme, un site actif, un substrat, une enzyme, un produit. Donc on s'est dit, mais s'il y a une duplication du gène, pourquoi est-il dupliqué? Ben, j'ai pas la réponse. Je ne sais pas bien, mais il peut très bien marcher avec un seul site actif. Il y a des mutations chez l'homme où il n'y a qu'un site actif et il n'y a pas de problème particulier. Donc, c'est une curiosité. En revanche, il y a un petit frère, cousin, je dirais, plutôt éloigné, qui s'appelle la CE2, celui dont je vous parle, qui est important pour moi. Angiotensin Converting Enzyme, ACEI, inhibitor. Okay. Et donc la CE1, c'est celui dont on parle, celui pour lequel on a des médicaments comme le captopril et autres. Mais alors, le ACE2, si je le signale, c'est parce qu'il a eu un succès terrible dans les années qui ont été les années Covid. Parce qu'il est impliqué effectivement dans la capture de la protéine virale. Dans le Covid, on a cette protéine qui est fabriquée par le virus et qui est captée par la CE2, qui est internalisée dans la cellule endothéliale notamment, ou la cellule pulmonaire et qui va entraîner tous les désordres que vous connaissez. Et donc, il y a une énorme confusion parce que les gens sont des mots formidables. On a des médicaments qui bloquent le système rénine-angiotensine, mais manque de chance, c'est pas du tout la même enzyme. Ça aboutit au fait qu'on a dit, mais on va traiter les gens avec des inhibiteurs du système rénine, ce qui a été fait. Il y a eu une confusion assez grave. Ça m'amène à dire que, voilà, il faut quand même regarder de près la recherche fondamentale pour pouvoir en tirer des arguments. Vous avez aidé à mettre en évidence différents variants génétiques qui modifient la susceptibilité à l'hypertension. Vous avez étudié le polymorphisme justement des gènes. Je veux bien que nous racontiez ça en insistant sur quelque chose, à savoir la collaboration très étroite qu'il peut y avoir entre chercheurs et cliniciens. Alors, il est clair que quand on a la chance d'avoir un système aussi puissant qui, lorsqu'il est bloqué, produit des effets remarquables. En plus, c'est un système qui n'est pas redondant. Si vous bloquez le système rénine-angiotensine, par exemple au cours d'une mutation inactivatrice de la rénine, ben, l'enfant meurt. Il n'y a pas un système de secours. Donc, on s'est dit tout simplement, ben, finalement, s'il y a des variants du système rénine, on va pouvoir peut-être corréler tel variant avec tel effet sur la pression et tel effet de tel bloqueur sur le système rénine. Ben, ça marche pas. C'est trop compliqué. C'est une déception, hein. Mais néanmoins, quand vous voyez la panoplie des choses que l'on peut faire dans ce système, on est obligé de travailler avec des gens qui vous apportent toute la technologie, le savoir-faire, et plus que cela encore,
la réflexion scientifique profonde qui doit accompagner ce type d'études. Donc, ça nécessite de la part de celui qui veut essayer de surplomber cette recherche, de parler 2 langages, 3 langages. Le clinicien, le chercheur, essentiellement le biochimiste pour moi, le généticien pour les collaborateurs avec qui j'ai pu travailler, le pharmacologue, les gens de l'industrie, et puis les gens de l'épidémiologie et les essais thérapeutiques. Je note que, et ça m'intrigue, vous vous placez du côté des cliniciens, pas des chercheurs fondamentaux. Si, mais vous savez, on est des médecins-chercheurs, mais médecins, je crois, on le reste encore plus que chercheurs. Et donc, il faut savoir où on se place. Ceci dit, on n'est jamais totalement médecin, ni jamais totalement chercheur. Quand on est les deux, la communauté médicale vous dit « Oh, je ne me ferai jamais soigner par un médecin-chercheur parce qu'il n'est pas assez médecin ». Et les chercheurs fondamentaux vous disent « Vous n'avez pas suivi le type de carrière, de formation, c'est pas aussi approfondi ». Ils n'ont pas tort. Est-ce qu'on peut maintenant aborder les défis actuels qui se présentent pour mieux traiter et prévenir l'hypertension ? Oui, alors moi je pense qu'on a beaucoup progressé en matière de pharmacologie, mais pas du tout en matière d'accompagnement, de prévention, de l'environnement. Si je prends le sel. Le sel, c'est parfaitement démontré qu'un excès de sel, mettons au-delà de 5-6 grammes par jour de chlorure de sodium, fait dévier la pression artérielle vers des chiffres. Le nombre d'essais qu'il y a eu pour essayer d'abaisser la pression artérielle en réduisant le sel est considérable. Les essais de courte durée marchent bien. Sur 15 jours, 3 semaines, on demande aux patients de venir régulièrement pour vérifier s'il a bien suivi une alimentation pauvre en sel. Et on voit la pression artérielle s'abaisser, pas de beaucoup, mais elle s'abaisse. Simplement, au bout de 2 mois, 3 ans, tout s'est effacé parce que les gens reprennent, pour la plupart, les habitudes. Voilà un exemple d'environnement qu'il faudrait combattre. Alors, les autorités sanitaires pourraient peut-être se mobiliser un peu plus en disant aux boulangers de diminuer très lentement la teneur en sel du pain. À l'heure actuelle, il y a 50% des gens qui sont insuffisamment ou pas traités. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas leur chiffre de pression artérielle, qui savent qu'ils devraient être traités, qui prennent pas le traitement. Et donc, on aboutit finalement quand même à 110 000 infarctus du myocarde, à un nombre considérable d'accidents vasculaires cérébraux qui pourraient être évités, je le pense vraiment, avec des mesures simples mais à suivre. Donc ça, c'est typiquement un message qu'il faut faire passer auprès du grand public. Est-ce qu'il y en aurait d'autres, par exemple, pour prendre soin de notre santé cardiaque, artérielle On a tout ce qu'il faut. À l'heure actuelle, on peut faire de la télémesure, on devrait pouvoir arriver à l'autotraitement. Il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir moduler soi-même le niveau de pression artérielle avec des médicaments aussi simples que les diurétiques ou les bloqueurs du système rénine. En amont, ce serait bien, mais étant donné les habitudes alimentaires et l'industrie avec les plats préparés, etc., je pense qu'il faut être sans illusion. Mais ça dépend vraiment de la volonté politique. J'ai un de mes amis qui travaille au Portugal et qui a réussi à convaincre les autorités à promouvoir une baisse de la teneur en sel du pain. Au Portugal, ils ont observé effectivement un résultat intéressant sur le niveau de la pression artérielle comparé à 15 ans avant. Merci beaucoup, professeur. Je vais passer maintenant la parole à François qui a quelques petites questions un peu hors cadre pour vous. Je vais laisser ces détails parfaitement pragmatiques de côté pour vous emmener sur un territoire un peu plus abstrait, plus sur des choses qui relèvent de la conviction, de ce qui vous semble important ou moins important. Quel est le concept ou la notion scientifique qui devrait être, selon vous, davantage connue ? Je pense que la notion de complexité irréductible est quelque chose qui est peut-être pas très simple à comprendre, mais qui me semble important en matière de physiologie et de pathologie. Je m'explique, je vous ai montré que le système rénine est finalement relativement simple, quoi. Il y a 4 éléments, c'est pas très compliqué. Mais ce qui est peut-être un peu plus compliqué à voir, c'est que chacun de ces éléments est intégré dans un système qui a pour objectif de réguler le débit, le flux au niveau des organes. Et donc, lorsque l'on étudie le système rénine-angiotensine tel que je vous l'ai décrit, tel que mon parcours le montre, on prend un élément du système, on étudie à fond, et puis on en prend un autre, et on essaye de les assembler ainsi, les uns à côté des autres, pour pouvoir avoir une vue un peu plus globale. Mais la vue la plus globale, en fait, elle provient d'une analyse que l'on ne fait pas si l'on a séparé chacun de ces éléments. Pour ça, il faut que vous ayez une vue cybernétique des choses. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais qui naturellement est un défi pour un chercheur qui aime bien
séparer les différents éléments. C'est plus pratique. Donc, dans le cas du système rénine-angiotensine, il y a un physiologiste américain qui s'appelle Guyton, qui est connu aujourd'hui comme étant un modèle de complexité où on prend l'ensemble des éléments pour la régulation du flux, car c'est ça qui compte finalement. C'est la régulation du flux qui va arriver au niveau du cerveau, du rein, du cœur, etc. Et donc, il avait construit un système complexe de régulation de l'hémodynamique générale, cardiovasculaire et rénale, tout à fait d'actualité. C'est ça que je trouve remarquable, alors que ce système, il l'a décrit il y a à peu près, il y a 30 ans. Donc, je pense que cette complexité-là, bon, nous, on peut l'approcher que de façon assez superficielle, hein, mais je dirais que c'est un concept qui n'est pas immédiat. On a l'impression qu'on va pouvoir y arriver en travaillant chaque système isolément, en les étudiant et en les additionnant. En fait, c'est l'ensemble qui va jouer de façon subtile et qui va aboutir à un effet qu'on va mesurer. Donc, il faut travailler les deux aspects des choses. Le puzzle est plus que la somme des pièces du puzzle, quoi. Voilà, exactement. C'est ça que dit Perec, mais il le dit tellement bien. C'est dans La vie, mode d'emploi de Georges Perec. Il dit que l'art du puzzle n'est pas une somme d'éléments qu'il faudrait d'abord isoler et analyser, mais un ensemble. Ce ne sont pas les éléments qui déterminent l'ensemble, mais l'ensemble qui détermine les éléments. La connaissance du tout et de ses lois, de l'ensemble et de sa structure, ne saurait être déduite de la connaissance séparée des parties qu'il compose. Et alors il dit après, une pièce d'un puzzle ne veut rien dire, mais à peine a-t-on réussi au terme de plusieurs minutes d'essais et d'erreurs à la connecter à l'une de ses voisines, que la pièce disparaît, cesse d'exister en tant que pièce. Et l'intense difficulté qui a précédé ce rapprochement n'a plus de raison d'être, mais semble n'en avoir jamais eu, tellement l'évidence est là. Les deux pièces miraculeusement réunies ne font plus qu'une, à son tour, source d'erreurs, d'hésitation, de désarroi et d'attente. Quelle belle définition de la recherche et de sa complexité. Et on voit en même temps quelque chose qui est très important, c'est que la science est toujours en avant. C'est pas parce que vous avez mis 2 pièces ou 3 pièces que le puzzle est terminé. Pour vous, quel est le concept auquel, au contraire, il faudrait renoncer, ou en tout cas regarder avec un œil plus critique? Je dirais que c'est la tentation de penser qu'il y a une réponse à tout. En tant que médecin, on apprend une chose qu'on apprend certainement moins vite quand on fait de la science, c'est l'humilité. Parce que devant un patient, on est devant la complexité. Et donc, en même temps, on est ramené à son niveau de connaissance. Et on se rend compte que, au fond, on a une vue biaisée. Alors qu'on ne tient peut-être pas suffisamment compte, justement, de la personne qui est en face de soi. En tant que médecin, on apprend vite par l'humilité à considérer qu'on sait peu de choses. Donc, je pense que l'idée, là aussi, c'est que on a une tendance à se dire que, devant un problème, la méthode que l'on a choisie va être la bonne. Et que, à la limite, aussi, on peut se dire découragé parce qu'on ne voit pas de solution. Comme je l'ai dit tout à l'heure, chemin faisant, en cherchant, des solutions de l'extérieur arrivent. Je trouve ça extrêmement intéressant et plaide pour une ouverture. Car sinon, une ouverture à d'autres sciences, d'autres disciplines, ouverture aussi à savoir attendre peut-être quelquefois, et garder en tête les choses à réaliser qu'on ne peut pas réaliser tout de suite. C'est peut-être difficilement entendable par un patient. Oui, mais il faut l'écouter le patient parce que il peut entendre, mais il n'entend pas ce que, a priori, vous voudriez lui dire si on ne se met pas un tout petit peu dans la place du patient. C'est terriblement important, ça. Je vous donne un exemple très précis. On peut établir des scores de risque. Vous pouvez dire à un patient, avec tel âge, tel sexe, telle pression, tel niveau de cholestérol, le tabac qui n'est pas arrêté, etc. Vous pouvez dire, voilà, vous en avez pour 10 ans, a priori, vous pouvez trouver ça sur Internet, faites score de risque cardiovasculaire. Donc, vous discutez avec un patient et vous lui dites, ben voilà, et puis à la fin de l'entretien, il vous dit, mais tout ça ne m'intéresse pas, et il en fait fi, je veux dire, il n'en a rien à faire. Et tout ce beau raisonnement que vous pouvez faire sur l'épidémiologie, sur l'innocuité du traitement, ne sert à rien parce que il se passe quelque chose d'autre pour lequel vous n'avez pas accès. Et donc, il faut avoir quand même la gymnastique affective, empathique vis-à-vis de votre patient pour pouvoir comprendre qu'il raisonne autrement. Et malheureusement, si vous ne le faites pas,
il partira avec ses idées à lui et non pas le conseil que vous auriez voulu qu'il suive. Donc moi, je pense que c'est une épreuve de respect et d'humilité qu'on doit avoir. Et en science, je dirais que c'est un peu pareil, hein. Moi, je pense que c'est vraiment très important et il faut renoncer à se dire qu'on est les maîtres. Qu'est-ce qui vous a rendu optimiste pour poursuivre? Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qui vous rend optimiste? Ce qui me rend optimiste, c'est la radio, mais c'est tout ce qu'on ne connaît pas. Pourquoi fait-on la recherche? Moi, je fais de la recherche parce que j'avais des questions que je me posais. Mais quand je vois le nombre de questions qu'il y a encore, je suis envieux de la jeune génération qui va pouvoir travailler sur ces inconnus. Intéressant pour le traitement, je n'en sais rien. Intéressant pour la science avec un énorme S, je n'en sais rien. Et franchement, je m'en fiche. Ce qui m'importe, moi, c'est de trouver un plaisir, de trouver une solution à une question banale, peut-être. Mais ça me suffit, si je puis dire. Je voudrais savoir si d'un point de vue épidémiologique, sur les effets de l'eau, est-ce qu'il y a des effets sur le système de pression artérielle? Alors oui, je ne sais plus si c'est les Indiens de Nouvelle-Guinée ou Amazoniens n'ont pratiquement pas d'accès au sel. Donc ils ont vraiment une alimentation qui est peut-être 10 fois inférieure à celle du citoyen occidentalisé. Ils ont une pression artérielle très basse. Ça a toujours été un des arguments classiques pour l'influence du sel. Et à l'envers, au Japon, notamment sur les côtes japonaises, il y a une alimentation très très riche en sel. 40 grammes de sel, quelquefois 30 grammes de sel, c'est énorme par jour. Et avec un taux d'accidents vasculaires cérébraux notamment considérable. Ils ont naturellement fait des campagnes pour réduire cela, avec un effet tout à fait remarquable. Donc oui, épidémiologiquement. Le problème, c'est que dans les sociétés comme la nôtre occidentale, à Paris par exemple, on sait que la consommation varie entre 6 et, ou disons 4 et 8 grammes, pour donner une fourchette assez grande. C'est difficile de voir l'effet sur la pression artérielle avec des fluctuations qui sont, enfin des variations qui sont pas aussi importantes que celles que je viens de vous indiquer. À côté des traitements médicamenteux, est-ce que les activités physiques peuvent contribuer à faire descendre la pression artérielle? Je pense au yoga. La réponse est oui. Donc, continuer. Comme on dit, c'est bon pour la santé, c'est vrai, et ça abaisse la pression artérielle. Il y a des études qui ont bien montré que la pratique d'un sport de type course, vélo, est tout à fait bénéfique. Alors, c'est pas des baisses considérables de pression artérielle, mais même chez les sujets normaux, on observe une baisse de la pression artérielle de 5 à 8 mm de mercure, disons. Ce qui n'est pas conseillé d'une manière générale, c'est les efforts en apnée, par exemple, les poids et haltères, le tennis en simple n'est pas non plus très conseillé à partir d'un certain âge. Mais enfin, on monte tous notre pression artérielle lorsque l'on fait du vélo. Vous avez un test d'effort, vous montez la pression artérielle. Mais l'effet bénéfique est là, et donc on ne peut qu'encourager cela. Donc moins de sel, plus d'exercice physique, la marche aussi, ça, c'est très bien. Très rapidement, pour revenir à l'alimentation, il y a quelques années, justement, la Fédération des boulangers a diminué le sel dans les baguettes, je crois. Oui, non, alors vous avez absolument raison. Ça a été fait avec mon ami Joël Ménard, avec lequel j'ai beaucoup travaillé. Il était à ce moment-là directeur général de la santé. Mais il a eu une résistance de la part des boulangers considérable par rapport aux boulangers portugais. C'est pour ça que je signalais ça. Mais maintenant, m'a-t-il dit, il y a quand même moins de sel qu'il y en avait il y a 10 ans. Ce que je retiens de cet échange dense, souvent étonnant, toujours éclairant avec Pierre Corvol, ce sont 3 choses. D'abord, une phrase très simple mais très utile pour qui est attentif à sa santé. Plus la tension est basse, mieux c'est, à condition de la mesurer rigoureusement, brassard au bras, 3 fois le matin, 3 fois le soir, pendant 8 jours. Ensuite, la deuxième chose, c'est l'élégance du point de vue de la science et de celles et ceux qui l'étudient, l'élégance d'un système, le système rénine-angiotensine, qui relie les poissons, les amphibiens et les humains et qui a bouleversé notre pharmacologie. Enfin, la troisième chose que je retiens, c'est l'humilité du clinicien face aux patients réels. Même inspiré par des recherches de pointe, le chercheur doit toujours laisser la primauté à l'écoute de la personne malade, nous dit le professeur Pierre Corvol. Bref, entre prévention, moins de sel, plus d'activité, et innovation thérapeutique de pointe, j'ai eu le sentiment d'assister, à propos de l'hypertension, mais pas seulement, à une leçon de science vivante.
Merci d'avoir écouté À l'écoute de la science, un podcast de Pour la Science, réalisé en partenariat avec le Collège de France, produit par Louis Créative. Merci à Pierre Corvol d'avoir pris le temps de partager sa passion et ses connaissances. Merci au Collège de France et à David Adjemian de nous avoir accueillis. Merci aux abonnés de Pour la Science d'être venus nombreux. Merci à Gautam Shukla et Marion Girard pour la réalisation et la production de cet épisode. À l'écoute de la science est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de vous. Vous pouvez également nous rejoindre sur pourlascience.fr, retrouver nos magazines et hors-séries en kiosque et vous abonner à ce podcast bien sûr.